Bon vendredi matin à tous. Merci beaucoup tout le monde d'être là, même si c'est un petit vendredi pluvieux. Nous sommes là avec vous pour vous mettre un peu de soleil dans le cœur. On a plein de beaux sujets pour vous. On va parler d'immigration, de francisation dans un instant. Mais je veux aussi vous dire qu'en deuxième heure d'émission, je vais recevoir le comédien que vous connaissez bien, Patrice Cocro. Il s'est fait attraper par un espèce de gourou de... entre guillemets, là, les voyez-vous mes guillemets, de spiritualité, je vais te nettoyer les énergies, je vais te rééquilibrer tes chakras, genre. Bref, il s'est rendu compte de l'arnaque juste à temps. Mais Patrice veut vraiment témoigner de ça ce matin, puis on le fait de temps en temps, l'émission, on le fait au moins, je vous dirais, une fois par année, vous le savez sans doute. On va quand même se remettre dans cette espèce de dossier-là parce qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens faut pas relâcher la surveillance, il faut faire très attention. Beaucoup de gens qui sont fragiles, qui ont envie des fois se tourner vers d'autres choses que de la psychologie ou les thérapies et qui vont être très perméables au discours de tous ces coachs de vie qui, il faut quand même l'avouer, pullulent en ce moment. Il y en a-tu des coachs de vie en ce moment? Il y en a vraiment pour à peu près tout. Certains sont sans doute très bons, mais il y a également des charlatans. Alors, Patrice Cocro va nous dire comment il a vécu ça. Il va nous raconter son histoire. Et aussi parce que c'est le jour de la Terre, le 22 avril. Donc, en fin de semaine, je pense que ça nous prendrait vraiment tous, obligatoirement, le visionnement de ce documentaire. Je l'ai vu hier, ça s'appelle Demain. C'est un documentaire qui va être diffusé ce soir à TV5. Je vais vous en parler vraiment plus largement avec Laure Varidel en deuxième heure d'émission. On aura également le fondateur du Jour de la Terre qui va être avec nous au Québec pour en parler, Pierre Lucier, qui est le directeur de l'organisme. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans notre petit environnement, c'est quoi notre petit bout, là? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sauver cette planète? Parce que à court terme, là, c'est la seule place qu'on n'a quand même pas encore trouvé vraiment d'autres, là. Alors, on va parler de ça. Vous me direz si ça vous fait un pli à vous, le jour de la Terre. Je sais qu'il y a bien des gens, ça les dérange pas du tout, qui estiment que de toute façon, la planète, on a encore bien des ressources. Mais je pense qu'il y a bien des gens aveugles aussi. Alors, un gros constat, on va en discuter tout à l'heure. Je vous disais qu'on va parler d'immigration. Vous avez peut-être vu cette semaine la ministre de l'Immigration qui a annoncé une bonification du programme de francisation pour les immigrants. Donc, on va augmenter la somme qu'on leur donne, qu'on leur alloue pour suivre des cours à temps plein, à temps partiel. C'était nécessaire. Hein. Je pense qu'il faut le dire, c'était nécessaire, cette bonification du programme. On va en discuter avec mes invités que je vais vous présenter tout de suite. Parce que la question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous pensez que payer des immigrants pour apprendre le français, c'est la bonne approche à avoir? Est-ce que c'est suffisant aussi? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que le fait de leur augmenter un peu l'allocation à la francisation, ça va faire en sorte qu'ils vont être attirés par le français beaucoup plus, qu'ils vont le choisir avant de choisir l'anglais, ce qui est quand même aussi une chose qui arrive au Québec. Tania Lompré est enseignante en francisation des immigrants, justement, elle est doctorante. Merci. Comment vas-tu, Tania? Ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Oui. Akosh Verbocci est avec nous. Il est auteur du livre Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101. Il est arrivé ici. Merci, Akosh, d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Alors, vous vous décrivez vous-même dans votre livre. Attendez, ça m'a fait sourire. Vous dites finalement, si on examinait mon ADN dans une machine multiculturaliste, le diagnostic serait une formulation instable et à jamais insatisfaisante à la manière d'Elvis Gratton, genre hongro-québécois, judéo-chrétien d'expression française, est-européen d'Amérique du Nord. C'est à peu près ça. Ça nous parle, ça, quand même. Oui. Mais je simplifie ça aujourd'hui, après 30 ans ici, en me disant québécois. C'est bien résumé. Savez-vous qu'hier, je calculais le nombre d'années que j'étais ici? Et puis, finalement, à un moment donné, c'est qu'on les compte plus. Plus de 30 ans, je pense qu'on est québécois. On peut-tu l'affirmer? Avant ça? Non, mais c'est fascinant parce que ce que vous dites, c'est que vous le faites demander encore. Je me fais demander, comme toute personne qui a un nom étranger, un accent un peu étranger, d'où je viens. Mais ça me dérange pas. La plupart du temps, les gens, ils sont juste curieux de savoir, ça les démange de savoir d'où je peux bien venir. Et moi aussi, je
souvent, je pose la question à mon tour. Et vous, d'où vous venez? Oui, ouais, parce qu'on vient tous d'ailleurs. Je pêche aussi. Ouais, c'est ça. On a Éric Bouchard avec nous. Bonjour, Éric. Bonjour. Tu es un de souche, toi? Ben oui, mettons, on va dire. Mettons que tu avais un ancêtre dans le bateau, là. T'sais. Moi, je dis un natif maintenant. Ouais, parce c'est que, bien ça, natif. Parce que il y a exemple des gens exemple des Cambodgiens qui sont arrivés des années 70, 80. Toi, t'as parlé à ma recherchiste. J'ai parlé, mais... Ah, t'as fait un lavage de cerveau. Non, c'est le contraire. C'est que j'y parlais, puis on s'est quand même... Moi, je disais que mon meilleur ami, quand j'étais au secondaire, était cambodgien, puis que j'allais souvent chez sa mère, puis je voyais les conditions des femmes qui travaillaient, puis elle dit ben moi aussi je suis cambodgienne, puis on s'est mis à jaser. Là, c'est sûr qu'après ça, là, on a plus jasé de tout ça, mais bref. Toi, t'es un natif, donc. Oui, je suis un natif. Mais tes ancêtres, comme bien des ancêtres des Québécois, venaient sans doute d'ailleurs, puisque à moins d'être autochtones au Québec. Non, ils venaient de France directement. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Je vais commencer par Tania. Tania qui, en plus, on peut le dire, Tania? Que ton chum est syrien. Oui, mon chum est syrien. Oui, on peut le dire. C'est vrai, oui. Ingénieur, quand même. Oui, ingénieur civil. Quand il est arrivé ici, est-ce qu'il parlait français? Bonjour, merci, comment ça va? 1, 2, 3, 4, 5, là. À peu près ça. Ouais. Il parlait pas français, quoi qu'il avait suivi quelques cours chez lui, mais lui a bénéficié là, de l'allocation là, dont on parle, mais seulement à partir de son niveau 2, parce qu'au niveau 1, il n'était pas encore inscrit au MIDI, donc il n'avait pas le droit à la subvention. Le Maintenant, MIDI, avec c'est les ministères de l'immigration. Maintenant que l'allocation va être universelle, donc à tous ceux qui vont suivre le cours de francisation à temps plein, il aurait eu droit, mais on supprime en fait l'inéquité qui existait là qui existe jusqu'à voilà. temps que explique ça parce que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça va être maintenant. Oui, en fait le MIDI donne une allocation d'à peu près 120 $ aux gens qui sont ici depuis 5 ans et moins. Le ministère de l'Immigration. Oui, qui vont s'inscrire en cours de francisation. Par contre, les gens qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore de statut reconnu ou qui sont ici depuis plus de 5 ans ou qui sont le conjoint d'un immigrant reçu recevaient soit absolument rien ou 30 $. Donc par le ministère aussi. Mais par jour? Par semaine. Par semaine. Bon, donc, c'est ça, c'est un peu étrange de dire ça, mais oui, c'est pas 120 $ par semaine pour 30 heures de francisation. Donc, ce qui donne à peu près un revenu de 3 $ de l'heure. Présentement, avec le nouveau programme, on va donner 4,66 $ aux immigrants pour se franciser. Mm-hmm. Et 4,66 $ ou 3,50 $, ça ne concurrence pas avec le marché du travail. C'est clair que non. Donc, et ça, c'est important de dire. C'est pour ça que je tenais vraiment qu'on commence avec les vrais chiffres, parce que on a entendu toutes sortes de réactions cette semaine. Évidemment, quand il s'agit d'immigration, maintenant, il y a quand même des gens qui marchent sur des œufs, parce qu'on fait attention à ce qu'on dit, heureusement, mais c'est pour éviter qu'il y ait une mauvaise compréhension. Tu peux pas vivre tu peux pas faire de l'argent là puis avoir un rythme de vie décent en disant je vais prendre des cours de français sur le bras du gouvernement, payé par les contribuables québécois, puis je vais être correct. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que le cours de francisation à temps plein pour lequel on donne une allocation, c'est 30 heures de fréquentation par semaine. Mm-hmm. Donc l'école commence à 8 heures, vous quittez à 4 heures ou de 9 à 5 là, tout dépendant des centres, mais vous êtes là toute la journée du lundi au vendredi. Puis quand vous revenez d'une journée de francisation, c'est pas un cours régulier. Donc, vous parlez, vous faites des jeux de rôle, vous écrivez, vous lisez, vous écoutez. C'est demandant, apprendre une langue à temps plein. Donc, c'est sûr que le soir, vous avez vos enfants, vous occupez de votre vie courante. Donc, vous n'avez pas le temps d'aller d'aller travailler pour avoir un autre revenu. Mais est-ce que c'est assez, justement? Non. À quoi vous en pensez quoi, vous? Je pense que ça prend des mesures incitatives pour que le plus d'immigrants possible puissent apprendre rapidement le français quand ils arrivent ici. Le français, il faut se le répéter, c'est essentiel pour notre vivre ensemble. Mm-hmm. C'est à travers la langue française qu'on finit par devenir québécois. C'est à travers la langue française qu'on finit par comprendre la société dans laquelle nous sommes, qu'on se fait des amis, qu'on se fait un réseau de contacts et dans laquelle il faut qu'on puisse trouver un travail. Le problème c'est bien les cours de francisation, mais il faut quand l'immigrant débarque ici là, à Dorval, là, son but c'est d'accéder le plus rapidement possible sur le marché du travail. Mm-hmm. Et si en attendant il peut suivre des cours de français et qu'en plus on lui donne une allocation, c'est tant mieux, il va le faire. Mais dès qu'il va avoir trouvé un travail, il va débarquer du cours de français. C'est ce qui arrive d'ailleurs. C'est ce qui arrive. En fait, c'est ce qui arrive. Ouais. Éric Bouchard. Ben, le mouvement Québec français, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut donner... Le gouvernement, on le félicite, là, très franchement. On est content, nous, qu'il ait augmenté l'allocation, mais nous, on dit qu'en bas de 400 $ par semaine, pour l'équivalent d'un an, c'est pas suffisant parce que, comme vient de dire Acoche,
au début, les gens vont assister au cours, mais comment tu peux vivre avec 140 $ par semaine? Je défie quiconque vivre avec 140 $ par semaine, c'est 560 $ par mois. C'est moins que l'aide sociale. C'est irréaliste. Donc, si on mais est là, sérieux... toi, tu dis 400 pièces par semaine? Ça, minimalement. Ouais. Parce qu'avec 400 pièces par semaine... Mais là, il y a des Québécois qui vont lever la main, cher ami, tu sais ça, là. Puis ils lèveront la main. Parce qu'il y en a qui travaillent au salaire minimum. Regardez, ils lèveront ouais. la main, les Québécois. Ouais. On est-tu sérieux ou on n'est pas sérieux dans la francisation? Sérieux avec nous-mêmes, mais sérieux avec les immigrants. Ça, on est sérieux. Puis on se dit, il y a un nombre X d'immigrants qui arrivent, il y a un nombre, parmi ceux-là, il y en a un nombre. Il y en a 20 000 qui savent pas parler le français. On veut-tu vraiment que ça se passe en français au Québec ou on veut pas? Si on veut, mettons la main à la poche. Puis si on veut pas, faisons d'autres choses. Mais on va arrêter de mentir aux immigrants. Puis parce que quand tu arrives, si tu sais parler le français, c'est drôle, hein? Tu vas pouvoir avoir accès aux bons emplois de la fonction publique. Non, mais si tu sais pas parler le français, les bons emplois syndiqués dans la fonction publique, là, tu ne les auras pas. Donc, puis en plus de ça, c'est que si on met la main à la poche pour que les gens soient francisés pendant un an, après ça, le travailleur, le futur travailleur, il va arriver sur le marché du travail, puis la langue qu'ils vont imposer par les courriels qu'ils vont envoyer à ses collègues, parce qu'il va avoir atteint le niveau 7 de l'échelle de connaissance du français, ils vont imposer le français aux autres travailleurs. Donc, à place de franciser rendu sur le milieu de travail, à place de taper sur les entreprises pour faire en sorte que ça se francise, faisons en sorte que ceux qui arrivent ici, nos futurs travailleurs, connaissent le français. C'est quoi 400 pièces par semaine? C'est beaucoup quand même, quand c'est le gouvernement qui paye, quand c'est les contribuables qui payent. Il faut aussi savoir que beaucoup d'immigrants qui apprennent pas le français, qui deviennent pas francophones, une bonne partie de ces immigrants-là, ils quittent le Québec après quelques années. Donc ça va nous avoir coûté collectivement cher pour les écoles, pour les services qu'on leur donne pendant qu'ils sont ici, et après ils s'en vont. Donc ça aussi, c'est un coût. Donc moi, là, je prône pour la grande majorité de notre immigration, celle qu'on sélectionne, je pense qu'on pourrait sélectionner les immigrants qui parlent déjà français, qui ont déjà un niveau de connaissance. C'est impossible à faire. On le fait déjà un peu. Oui, on le fait déjà beaucoup, mais c'est impossible. Les bassins d'immigration sont pas à 100% francophones. Donc, c'est sûr que, c'est ce que je disais à la recherchiste hier, 50 000 migrants par année. C'est sûr qu'on n'aura pas 50 000 francophones. Mais on n'est pas tenu des Moldaves, des Brésiliens, des Syriens, on n'est pas tenu à 50 000 immigrants non plus, là. Non, mais pour l'instant, c'est 50 000. Il y a suffisamment d'immigrants à travers le monde qui veulent refaire leur vie. Et il y a des gens qui parlent français dans tous les pays du monde. En Chine, on va en trouver des immigrants qui parlent français et qui vont vouloir grandir et venir avec leur famille dans une société de langue française. Oui, mais souvent, même ces gens-là, ils doivent avoir une formation bonifiée une fois qu'ils sont rendus ici. T'sais, ils ont appris un français plus international. Ils arrivent ici, ils comprennent pas les expressions. Mais il faut pas non plus... ont pas le même niveau de langue qu'on demande pour le travail. Oui, mais il faut pas non plus penser que la francisation, ça fait des miracles. Là. À la fin de 6-7 étapes, là, comme des niveaux, là. Une fois qu'on atteint le dernier niveau, comme disait Éric tantôt, là, on devient pas animateur de radio, là. On a un niveau de base. Et ce niveau de base, je pense que les immigrants qui sont capables de l'acquérir dans leur pays avant d'arriver ici, et on aurait toujours besoin de francisation parce que moi je pense qu'il faut continuer à avoir de l'immigration humanitaire, donc il y a des réfugiés évidemment qui parlent pas français, mais l'immigration qu'on sélectionne, l'immigration qu'on appelle économique là, on peut faire en sorte qu'on sélectionne en priorité des gens qui parlent français déjà. Et si on n'a pas assez, on en recevra moins. Et c'est peut-être là où on va trouver l'argent pour avoir des bonnes ressources en francisation. On va s'arrêter ici. Bien sûr, vous aurez l'occasion de continuer à débattre de ce sujet-là. On va redonner nos numéros de téléphone pour nos auditeurs. 514-790-9850. Vous pouvez nous joindre sans frais partout au Québec en faisant le 1-866-790-9850. Est-ce que, à votre avis, payer des immigrants pour apprendre le français et ainsi mieux intégrer la société québécoise, est-ce que c'est la bonne approche? On vous a dit là, que le gouvernement avait l'intention de bonifier à partir du mois d'août prochain les allocations qui vont être données aux immigrants pour qu'ils apprennent le français à leur arrivée. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne idée? Êtes-vous d'accord de payer pour ça? Est-ce qu'on devrait leur donner plus parce qu'on a statué que même sans
40 4 et 66 C'est ça fait 140 à peu près par semaine pour étudier à temps plein. C'est quand même pas beaucoup. Il y en a qui vont dire, hey, moi, quand je suis à l'école, on me payait pas. Mais, vous savez, il faut ce qu'il faut aussi si on veut être sérieux dans notre intégration des immigrants. Si on nous dit là, depuis plusieurs années, puis on va revenir là-dessus après la pause, on nous dit que ça passe par l'immigration, le fait qu'on puisse garder un poids démographique dans le Canada. Il y a un prix à payer pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour le payer? Vous me le dites tout de suite après. Au Québec, je vais quand même vous le rappeler, il y a 20% au moins de la population qui est immigrante et au cours de notre histoire, on le sait, il y a eu plusieurs vagues d'immigration, que ça soit écossaise, irlandaise, juive, italienne, française, belge, grecque, on va nommer tous les pays d'Europe. Là. Il y a eu de l'immigration haïtienne, de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique, le petit Maghreb qu'on a vu, beaucoup de Maghrébins qui sont arrivés dernièrement, justement depuis qu'on a ouvert, qu'on a insisté sur l'élément parlez-vous français, parce que beaucoup justement qui viennent d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, se trouvent à devenir des immigrants fabuleux parce qu'ils ont la connaissance de la langue à la base. Pas forcément plus facile pour eux de se trouver du travail, ça c'est l'autre chose. C'est sûr qu'il y a eu l'époque des coffees aussi. Je sais que ta mère, Coche, a connu ça. Coche, oui, ta mère est allée au quand on coffee. est arrivé, nous, en 86, dans les années 80, il y avait encore les coffees. Es-tu allé, toi? T'étais trop non, mais petit? moi, j'étais en classe d'accueil. Ouais. Moi, la francisation s'est faite à l'école primaire. Moi, je suis arrivé à 11 ans. Mais ma mère est arrivée à 40 ans. Mm-hmm. Et à ce moment-là, elle a commencé à suivre les cours de francisation dans les coffees. Mais ça n'a pas duré très longtemps. C'était pas que pour ceux qui parlaient pas la langue, d'ailleurs. Parce que nous, on était français, on est allés au coffee. Moi, c'est là que j'ai appris à tremper des Oreos dans un verre de lait. Ben, écoute, c'est vrai. Les coffees ont toutes les vertus. Je me souviens que, écoute, c'est un centre d'orientation et de formation pour les immigrants. Fait qu'il y avait eu un cours de voici ce que font les petits-enfants au Québec. Ils mangent des biscuits Oero, puis il faut que tu trempes ça dans ton verre de lait. Ouais, disons que c'est Ouais. la compétence. Il y a d'autres techniques que j'aurais pu passera. montrer là, pour manger des Oreos. Là. Mais c'est pour vous dire, moi, ça m'a marqué. Mais ma mère, j'aurais pu elle a retenir pas- d'autres choses, j'ai retenu ça. Elle s'est entre pas autres. rendue, ma mère, à l'étape des Oreos parce que elle s'est trouvé un emploi. Voilà. Et C'est donc, ça. assez rapidement, de souvenirs, après quelques mois, elle a lâché le elle a coffee. lâché, Ouais. puis elle a commencé à travailler dans un commerce, dans un quartier de l'ouest de l'île, en anglais. Et Est-ce qu'on l'a perdu? Elle n'entend pas aujourd'hui, là, parce qu'elle parle anglais seulement, elle parle pas français. Après 30 ans ici, elle fait partie de ces... Aujourd'hui, elle habite à Toronto depuis quelques années pour dévoiler toute ma vie personnelle, mais elle fait partie donc de ces Des gens centaines qu'on de a milliers, échappé. des centaines On de échappe. milliers d'immigrants. On parle de 200 mille immigrants qui sont au Québec depuis des années et des années et des années et qui parlent pas français. Et ça n'a pas de bon sens, là. Mais non. Je pense Mais que tu sais, on ça peut fait mettre bon les sens. anglophones là-dedans, là, Ouais. c'est aussi les À la natifs limite, anglophones. pour tu sais. moi, à la limite, que les anglophones, la communauté anglophone historique au Québec, à travers vivent dans ces institutions, dans ces quartiers, puis qu'ils apprennent plus ou moins le français, ça me dérange moins. Ben, Moi, Pourquoi? Parce pourquoi que ça serait moins dérangeant? ben, je Tu sais, si on pense- dit que c'est l'intégration à la société dans laquelle tu vis à ce moment-là, tu sais, un francophone qui vit à Toronto, crois-moi, je l'ai fait 5 ans, t'as intérêt à parler l'anglais. Tu sais, tu pourras pas vivre dans ton petit quartier, pardon, français, là. Puis je trouve que ça fait partie de cette nécessité, ou enfin le désir qu'on devrait tous avoir comme citoyens de dire, je suis dans ma communauté, puis je vais essayer au moins de parler la langue commune. Ça, c'est pas l'argent Mais qu'on va l'affaire, donner c'est à que l'allocation la de communauté régler ça. anglophone a évolué beaucoup depuis l'adoption de la loi 101. Parce qu'au début, c'était des descendants d'Écossais de plusieurs souches. Eux autres, c'était des deux souches. Mais avec le temps, il y a eu des déplacements démographiques, des déplacements de population. Et aujourd'hui, une partie de la population anglophone, c'est des allophones qui n'ont pas été francisés et qui ont fait un transfert linguistique de leur langue maternelle vers l'anglais comme langue d'usage. Et donc, ce que dit Acoche, je dis pas que c'est le cas de sa mère, mais beaucoup de gens ont trouvé un travail, peut-être pas aussi payant que de recevoir 400 $ par semaine. Je pense que je vais le répéter souvent. Ben, répète-le, parce que ça va, oui, peut-être. Parce que Ouais. si la mère d'Acoche, c'est pas pour parler juste d'Acoche personnellement, là, Ouais. mais Même si c'est on de aime dire, ça, là, c'est un beau sujet. est-ce que si tu as le choix d'aller travailler, mettons, pour épiler à 250 pièces par semaine ou tu as le choix de rester en classe à 400 $ par semaine, ça se pourrait que tu dises, ouais, je pense Non, mais que tu sais, je il vais faut Tu apprendre. dis épiler pas- parce que sa mère était Ouais, esthéticienne de exactement, formation, c'est puis c'est ça. Parce que qui c'est un l'a- excellent ouais. livre. Hein. Pour Oui, tout le monde, Mais il c'est faut pas un que excellent livre. la langue Ouais. soit juste instrumentale puis qu'on vise juste l'argent. Il Ouais. faut vivre aussi, faut viser l'intégration au-delà. Et du je pense que ma financement. prochaine auditrice, Hélène, est un bon exemple de ça. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour madame. Vous êtes origine J'écoute toujours votre programme. Oui, merci. Vous êtes mexicaine d'origine, Oui. Hélène. Dites-nous, combien ça a pris de temps pour que vous appreniez le français? Parce que quand vous êtes arrivé ici du Mexique, je suppose que vous aviez pas de notion de français.
Exactement, je connaissais rien du français. Je pensais que c'était un pays où ça parlait seulement l'anglais. Et j'ai perdu 10 ans. Une chance que je me suis mariée ici avec un immigrant. Mais comme j'étais parrainée par lui, j'ai reçu aucune aide pour apprendre le français. Et en anglais, il y avait plus d'organismes gratuits. Et tout le temps, c'était plus facile de prendre un cours d'anglais, mais j'ai continué à lire par moi-même et l'étudier. Et j'ai travaillé dans des petites usines comme ça, mais aussitôt que j'ai commencé à me défendre avec le français, j'ai pris un cours de formation et auxiliaire en informatique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans un bon emploi. Et vous dites 5 ans dans la même place. Ouais, vous dites, Hélène, qu'il y avait plus de possibilités de cours gratuits en anglais. Donc, les anglophones sont mieux organisés, d'après vous, qui l'avez vécu? Ils ont des cours gratuits toujours pour l'anglais. Il y a pas En français aussi. Ah oui, en français aussi, tu dis? Oui, bien plus. Oui. Ben, dis-moi où, parce que moi, dans j'en connais. Dans toutes les commissions scolaires, dans tous les cégeps, dans les classes du midi, dans les universités, dans les centres communautaires, dans les organismes. À peu près, à Montréal, là, on a 5 centres de francisation qui accueillent 500 immigrants et plus à temps plein, là. Donc, on en a un peu partout dans chaque quartier de la ville, là, des centres de francisation qui sont... il manque peut-être de publicité, je sais pas, mais il y en a. Je pense que oui, ça je ne pense ramène que qu'un immigrant débarque Merci, sur le sol Hélène, québécois. de votre commentaire. Puis bravo, parce que franchement, vous parlez très bien bravo. français. Quand un immigrant arrive sur le sol québécois, comment ça se fait qu'on ne les accueille pas? Au moins un représentant de la famille va dire, bon, mon ami, chacun des familles, mon ami, voici comment ça fonctionne. Carte d'assurance maladie, blablabla, et tes cours de francisation. Y a-tu quelqu'un qui fait ça, Tania? En fait, ils reçoivent des papiers, là, donc Mais est-ce que c'est les papiers qu'on a reçus, là, à Coche, moi, puis tous les immigrants qui sont arrivés? Ça s'est-tu amélioré? Ils ont changé un peu, là, mais tu sais, c'est sûr qu'on leur donne des numéros de téléphone pour s'inscrire en francisation, là. T'avais à peu près rien, là. Mais si on lit pas en français, c'est ça, dur là. de trouver ce que ça veut Donc, dire. c'est pour ça qu'il faut accueillir les gens. C'est pour ça que si on est sérieux dans l'avenir du français comme nation, tu sais, peu importe les partis confondus, puis si on est sérieux pour l'accueil des immigrants parce qu'on pense que c'est important puis que c'est un apport, tu sais, il faut arrêter de mentir aux immigrants, puis il faut arrêter de se mentir à soi-même comme nation. Tu vois, Hélène a pensé que ça parle anglais ici. Là. Il y a quelqu'un qui a pas dit. Là. Ben oui, mais la première chose qui devrait être modifiée, là, c'est l'accueil des immigrants à l'aéroport. Moi, tous mes étudiants me disent, je suis arrivée ici, je pensais que c'était anglais parce que tout le monde m'a parlé anglais à l'aéroport. Le douanier me parle en anglais. Le gars qui défait mes bagages, il parle en anglais avec son ami à côté. Fait que le premier signal qu'ils ont dès qu'ils débarquent, là, les pieds à l'aéroport, c'est l'anglais. Fait qu'il y en a plein que c'est ça. Ils disent, ben moi, je suis arrivée ici, je pensais que tout le monde parlait anglais parce que tout le monde parlait anglais à l'aéroport. Ouais. Puis à l'aéroport, moi, je suis allé récemment, il y a un bureau du Québec qui accueille les immigrants. Mais c'est fédéral, l'aéroport. Oui, non, mais il y a un bureau du Québec au fin fond du couloir. C'est là où les gens qui arrivent ici comme immigrants doivent se retrouver. Il y a 30 000 immigrants là-dedans. À côté des bagages perdus, là, genre? C'est à côté des bagages perdus. C'est dans un fond d'armoire. Oh boy. Quand je suis allé voir quand je travaillais au ministère de l'Immigration, je suis allé les voir. Puis ils n'avaient pas le droit de mettre un drapeau du Québec là sur le mur parce que l'aéroport voulait pas qu'il y ait un punaise dans le mur. Les immigrants arrivent ici et c'est politique déjà. Tu viens de poser le pied puis t'es déjà pris dans l'espèce de dualité invivable Québec-Canada. Là. Oui, puis même les gens qui sont réfugiés, si le formulaire est rempli en anglais, il y en a qui sont obligés d'avoir des procès en anglais après parce que les papiers ont été faits en anglais lorsqu'ils sont arrivés. Es-tu sérieux? T'sais, donc, aux commissions du réfugié. Là, faudrait il y a Daniel à qui j'aimerais parler vite avant la pause parce que, Daniel, bonjour. Vous dites, c'est pas une bonne idée de payer nos immigrants pour qu'ils apprennent la langue française. C'est à eux de démontrer un peu d'effort. C'est ça? Comment vous voyez ça, vous, Daniel? Moi, tout à fait. Ils doivent, premièrement, ça devrait être légiféré, ça, avant de rentrer au pays ou en province. Ils devraient avoir un examen écrit et parlé en anglais ou en français. Mais vous savez que ça va limiter beaucoup les candidatures. Là. Écoutez, dans d'autres circonstances, comment je pourrais dire, il ferait un effort pour apprendre parce que mettre le pied à terre ici, ça serait ça le préalable, le prérequis, entre autres. Moi, en tant que Québécois, si je veux apprendre l'anglais, je dois payer sans recevoir d'allocation. Puis ailleurs au Canada, est-ce que ça se fait? Je pense pas. Moi, quand j'ai été dans une autre province, sans la nommer, quand j'ai voulu apprendre l'anglais, il a fallu que je paye le cours, puis j'avais pas le droit, il n'y avait pas d'histoire d'allocation. Alors moi, dans mon cas, une allocation en argent des Québécois pour les intégrer, wow, il y a d'autres grandes priorités dans notre province, là, autres que ça, entre autres, faire travailler nos Québécois en les formant, eux d'abord, nos Québécois avec des allocations,
je veux dire, qui seraient en mesure de subventionner à leurs besoins, comme un gars avec 2 enfants et une femme, mettons, qui va retourner à l'école, avec l'allocation de 300, là, comme j'ai été une séance de formation au Cégep Antique le 19 avril dernier pour le cours application des normes et pratiques en travaux publics, qui est subventionné par Emploi Québec, qui donne 300 par semaine d'allocation. Moi, quand j'ai rencontré Emploi Québec, ils ont fait mes calculs, ils ont dit, toi, avec ton hypothèque, ce que tu as à payer, t'es pas éligible parce que tu vas péter, tu vas exploser. Alors que moi, là, j'ai un problème de santé ou que je dois me réorienter à mes frais, parce que pour mes atteintes permanentes, mes limitations, je dois faire quand même dans mon domaine, mais je veux dire en respectant mes limitations physiques. Et j'ai voulu prendre ce cours-là, puis on me dit non. Puis on remarque sur le site du Collège Antique, qui privilégie les immigrants, voir leur site, là, en tant que tel. Donc, vous trouvez que ça finit par être inéquitable par rapport aux gens qui sont déjà ici, qu'ils soient des Québécois, des néo-Québécois, parce que quand vous dites nos Québécois, il y a bien dans nos Québécois, je le rappelle, il y a quand même une personne sur 5 ici, là, puis c'est au moins, parce qu'il me semble que c'est bien plus que ça, là. C'est 1 million de personnes. Il y a 8 millions de personnes au Québec. C'est au moins 20%. C'est 1 million de personnes qui sont de l'immigration, qui sont pas nées au Québec. Donc, une personne sur 8 au Québec n'est pas née au Québec. Puis ça va aller en augmentant de toute façon. Puis dans la région de Montréal, là, beaucoup d'auditeurs nous écoutent dans cette grande région-là. On le voit dans les écoles. On a d'ailleurs des chiffres là-dessus. Tania pourra en parler tout à l'heure. Mais il y a quand même quelque chose que le monsieur dit qui est intéressant quand même parce qu'il parle, tu sais, bon, je veux prendre l'anglais, on me paye pas. Mais il a raison, Daniel. Il a raison, sauf que le Québec, c'est une province francophone, premièrement. La langue officielle, c'est le français. Puis la dynamique des langues fait en sorte que si tu t'installes à Toronto, t'as pas le choix vraiment d'apprendre l'anglais. Non, alors mais que quand Tania, tu t'installes à Montréal, mais là, t'ouvres la porte sur autre chose. T'as le choix. Non, t'as pas le choix. Et c'est ça la vraie réalité. Il y a des immigrants qui considèrent qu'ils ont le choix. Puis quand ils réussissent à vivre en anglais, ben ils prouvent qu'ils ont réussi à vivre en anglais. Il y en a qui réussissent à vivre. Tout à fait. Il y en a même qui réussissent à vivre en espagnol, en arabe, en russe. Je veux dire, même maintenant, là, avant, ils disaient, si tu maîtrises l'anglais, tu peux trouver un travail. Maintenant, en espagnol, c'est assez facile. En russe, c'est assez facile. En arabe, c'est assez facile. Dans les communautés, il y a du travail. Donc, il faut aller au-delà de l'instrumentalisation là pour. Il faut aller aussi au cœur des gens. Et puis, ce qui aide pas aussi, c'est que même ici, au Québec, de plus en plus d'entreprises vont demander l'anglais quand c'est pas nécessaire. C'est un autre débat, mais ça fait partie de la donne. Mais ça fait vraiment partie. On vient tout de suite après ceci. Plein de gens veulent intervenir. Vous avez la parole tout de suite après. On se demande aujourd'hui, est-ce que payer des immigrants pour apprendre le français, c'est une bonne approche? Je vous rappelle que en ce moment, aujourd'hui, les immigrants sont payés déjà pour apprendre, mais on va bonifier cette allocation. Et la plus récente mesure annoncée il y a quelques jours, c'est qu'on va leur accorder un montant de 140 $ par semaine pour apprendre la langue française et puis mieux s'intégrer de cette façon-là au marché du travail, puisqu'on sait maintenant, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est être capable de trouver du travail, idéalement en français, puisque c'est la langue d'usage. On sait aussi que la proportion d'élèves allophones à Montréal augmente. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne approche, Pierre? Comment vous voyez ça? Je parle des écoles, puis vous, justement, vous êtes enseignant à Granby, je pense? Oui, c'est ça. J'enseigne au niveau collégial. Puis j'ai ces étudiants-là, une fois qu'ils ont fait le programme de francisation, pas toute la gang, mais j'en ai quand même un certain nombre. Puis je suis pour ce programme-là parce que de l'emploi, il y en a. Dans notre région, là, on manque même de candidats pour les emplois. C'est des excellents candidats. Donc, vous dites que c'est une bonne idée, finalement, de les payer? C'est clair que c'est une bonne idée. Moi, mes taxes, il n'y a pas de problème. Là. 400 $ par semaine, êtes-vous d'accord pour qu'on aille jusque-là? Combien par semaine? 400. 700? Proposition 400, ici d'Éric Bouchard du mouvement Québec français. Il va pas de même ordre? Non, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. Ça, c'est bien dépenser nos taxes, nos impôts. Merci, Pierre, de votre témoignage. Merci bien. Nathalie voit pas les choses de la même façon. Bonjour, Nathalie. Oh, non que non. Allez-y, on vous écoute. Je vous dis qu'il y en aurait une méchante gang en ligne dans le bout de Montréal-Québec là qui se mettrait en ligne juste pour avoir une allocation. Même ils l'ont déjà, madame. 120 $. Non, mais je pense que vous voulez dire des Québécois non immigrants, là. Ouais. Mais savez-vous quoi? Ouais, on en parlait pendant la pause, Nathalie. On se disait probablement qu'il y a des gens qui ont peut-être une 3e année qui aimeraient ça aller parfaire leur notion de français. Moi, j'en connais. Moi, j'en connais. Dans ma famille, puis j'en connais dans mon entourage, une amie de ma fille. Elle est venue pour aller retourner à l'école. Elle avait pas avait une job à temps partiel, mais c'était sur appel. Fait que, tu sais, elle avait pas beaucoup d'argent. Fait qu'elle a dit, je vais retourner à l'école, je vais aller chercher mon diplôme. Il a fallu qu'elle paye.
Puis là, elle regardait son amie qui était à côté, qui a travaillé avec elle. Elle a dit, moi aussi, je vais y retourner. Mais elle, c'est une immigrante, que ça fait même pas 2 ans qu'elle est ici. Fait qu'elle dit, moi aussi, je vais y retourner à l'école. Mais elle, son amie, sont 10 dans son appartement. Il y a 5 adultes qui restent ensemble. Puis ils s'aident là, entre eux autres. Ça, c'est bien. Tout ça, je trouve ça bien. Mais le problème, c'est que les parents, les grands-parents ne parlent pas français ni anglais. Oui. Puis c'est les enfants qui sont là, qui aident les parents à comprendre qu'est-ce que le monde dit. Ça arrive souvent, normal, ça, Tania, ça arrive c'est un souvent, réflexe normal. En fait, l'enfant parle plus vite c'est ça. que le parent. Soit. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il y avait une espèce de fossé qui était peut-être injuste entre votre amie puis donc son amie immigrante. Elle peut pas avoir de job qui est stable, elle peut pas avoir rien. Tu sais, elle a lâché son travail parce qu'elle voulait aider sa mère. Ouais. Là, quand elle est venue pour avoir une job, elle avait 30 ans. Là, elle cherche une job encore dans son domaine, pas capable de se trouver une job. Je vais retourner à l'école. Là, à l'école, il faut qu'elle paye. Mais déjà là, tu sais, là, elle dit, il faut que je tombe sur le bien-être social. Il faut qu'elle tombe sur le bien-être social. Et c'est ça mais savez-vous quoi? Ça n'a pas de bon sens. Voyez-vous? Non. Alors, c'est pas de dire, on le donnera pas aux immigrants parce que c'est injuste. C'est peut-être de dire, et si on le donnait à tout Québécois qui a envie de s'améliorer en français pour, justement, être de meilleurs citoyens francophones? Moi, sincèrement, là, bon, le 400, on peut le débattre. On peut peut-être finir à 300 en négociant, mais c'est toujours mieux que rien, que zéro. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient... Moi, en tout cas, je serais en faveur de ça. Je pense pas qu'on serait plus pauvres comme société. Là. Mais non, en fait, c'est de l'investissement à long terme. Merci beaucoup, Nathalie. On contrôle l'offre, puis on contrôle la demande. Si ça nous coûte trop cher, les services de francisation, mais on va accueillir moins d'immigrants qui ont besoin de services de francisation. On peut, d'une année à l'autre... Tu trouves qu'il y en a trop? Ça fait 2-3 fois que tu dis ça. Tu penses qu'il y en a trop d'immigrants au Québec? Ben, regardez, dans les années 80, 90, bon an, mal an, on recevait 30, 35 000 immigrants par année, 40 000 des fois. Et quand c'est Jean Charest, en 2002, qui a augmenté ça tout d'un coup de 40 000 à 55 000. Donc, on a aujourd'hui, depuis maintenant 15 ans, qu'on a 55 000 immigrants par année. Et ça fait... Juste pour vous donner une image, ça fait 1000 immigrants par semaine. Il y avait un petit intérêt électoraliste là-dedans, puisqu'on sait que souvent les immigrants vont tendance à avoir tendance justement à voter. Ça prend 4 ans avant qu'ils puissent voter. Oui, il y a ça, mais quand même. Et en plus, ils baissent les services pour les immigrants qui en ont besoin. On a Lynn avec nous. Bonjour, Lynn. Bonjour. Comment voyez ça, payer des immigrants pour apprendre le français? Êtes-vous d'accord? Oui, mais j'irais sur une autre approche, une nouvelle approche dans le fond. Allez-y. Je sélectionnerais au Québec des gens qui ont des entreprises et j'enverrais chez eux des immigrants, soit en couple ou tout seul qui arrivent. Et puis, je donnerais à cette famille-là le 300 ou 350 par semaine et je l'intégrerais complètement dans ma famille. Je le ferais travailler dans mon entreprise et il serait toujours en français. Il travaillerait toujours en français, il rencontrerait du monde. Et puis, c'est comme ça, je crois que ça pourrait mieux fonctionner. OK. Moi, j'aime ça, votre approche, madame. J'aime ça, mais tu sais, au début, c'est comme du parrainage économique. C'est super, tu sais, des mentors, là, tu sais, avoir des gens qui peuvent t'aider dans ton intégration. Par contre, c'est sûr qu'il faudra avoir un petit cours de base avant, là, parce qu'ils pourront pas travailler, s'ils parlent pas du tout. Mais c'est intéressant, l'idée du jumelage. Puis c'est super. Puis il y a des organismes communautaires qui le font un peu. Pour l'immigration des Syriens, là, des réfugiés syriens, il y a des parrains qui s'organisent. Mais c'est beaucoup, hein, ça prend du monde, là, pour une communauté, une famille. Imaginez, ça prend... Il faut que tu aies les moyens aussi. Admettons que c'est des familles de 4 là, ou des familles de 3. Là, ça prendrait quelque chose comme 15 000 familles qui parraineraient au Québec. Mais on a fait ça quand les Boat People sont arrivés. Mais 15 000 familles par année bon accueil au Québec. de Québécois qui accueilleraient. Il faut les organiser, ces familles-là. Le programme, là... Puis c'est pas tout le monde qui voudrait non plus, de toute façon. Moi, je trouve que c'est bon, mais ça a ses limites. Ouais. Parce qu'on faut revenir à la vraie chose. Mais c'est intéressant ce que Lynn nous amène, par exemple. Merci beaucoup, Lynn. Juste dire aussi, quand même, avec ce qu'a annoncé Kathleen Veil, la ministre de l'Immigration, il y avait également le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Biais, qui était là, puis qui disait, nous, on va aider aussi. Les deux ministères se sont mis ensemble là-dessus, puis l'argent, donc, qui va être obtenu par Emploi et Solidarité sociale va aussi soutenir les employeurs. Tu sais ça parce que c'est intéressant. Les employeurs qui offrent des cours de francisation en milieu de travail, ils vont pouvoir être aidés
aider financièrement. Il va y avoir sans doute une compensation. J'imagine, Tania, tu sais un peu d'informations là-dessus? Oui, donc les gens qui font de la franchisation d'entreprise c'est gratuit par le ministère, l'enseignant, on va comme les payer pour libérer leurs employés aussi. Tu seras pas perdant parce que ton employé va étudier le français. Et à long terme, c'est un investissement parce que cet employé-là, il va pouvoir faire plus de tâches après. On s'arrête ici, on vient tout de suite après. Bon, vous me connaissez, on a tendance ici à dire ce qu'il faut pas dire, alors je vais le dire. Il faut aussi, quand on parle de francisation, reconnaître qu'il y a certaines communautés qui ils vont mettre plus d'efforts dans l'apprentissage du français que d'autres communautés qui ont tendance à être plus en ghetto. Il y a des, puis c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est parce qu'il y a une facilité. C'est sûr que tout à l'heure on avait Hélène, une Mexicaine, c'est une langue latine. Il y a beaucoup de Vénézuéliens au Québec en ce moment. C'est des Latins, ils ont quelque chose de plus proche que comme les Européens là, avec le français. Il y a des Asiatiques des Chinois par exemple, qui apprennent très bien le français. Il y en a d'autres qui veulent rien savoir. Il y a des Pakistanais beaucoup au Québec. C'est sûr qu'on a remarqué que c'était plus difficile, par exemple, pour eux. Tania Lompré peut peut-être... en fait, pour plusieurs raisons. Souvent, la langue est beaucoup plus éloignée. Donc, un Moldave, un Roumain, un Brésilien, un Latino, c'est sûr qu'il va être plus porté à l'apprendre le français. Oui, mais c'est plus Pakistanais n'est pas plus éloigné du français que oui, de l'anglais. Oui, mais... Exactement. En fait, au Pakistan, oui quand même. Parce que dans l'éducation, tu as quand même l'anglais qui a une place dans le système scolaire au Pakistan. Donc, tu sais, un pays où l'anglais donc a un c'est statut, pas l'éloignement de la langue. Il y en a en fait non, c'est puis ça fait partie aussi de l'espèce de biosphère asiatique qui sont pas très loin de l'Inde. L'Inde est une ancienne colonie anglaise quand même. Je veux dire, tu as une proximité économique qui fait qu'en Asie tout le monde parle anglais là et chinois. Mais ce qu'il faut se dire là, c'est que le cours de francisation, qu'on le paye ou pas là, peu importe le montant, ça fait pas des miracles. Une langue, là, on l'apprend dans la vraie vie. On l'apprend pas juste dans les salles de classe, surtout quand on est adulte. Et la vraie vie, c'est le milieu de travail. La vraie vie, c'est les services gouvernementaux. Comment ça se fait que le gouvernement du Québec envoie des formulaires en anglais à un immigrant toute sa vie? C'est ça, c'est clair. Dans les services de santé où ça se passe en anglais aussi, si l'immigrant le demande. Parce que ça fait partie de la charte des droits, là. Et si toi, tu dis que tu veux les recevoir en anglais, si t'es immigrant parce que tu penses que ça va être plus facile, beaucoup d'immigrants aussi ont cette idée, puis des fois, ils ont pas tort que si tu apprends l'anglais, tu vas avoir plus de possibilités. Si ça marche pas au Québec, tu pourras aller en Ontario. Il y en a aussi qui se servent du Québec comme une porte d'entrée, qui ont des familles à Vancouver. En fait, c'est plus facile d'entrer au Québec. La charte des droits, parce que tu peux avoir... Non, mais tu sais, dans la langue de ton choix, là, c'est ça. En 77, la loi 101, c'était pour répondre à la loi de Trudeau sur le bilinguisme institutionnel de l'État. La loi 101, ça disait, finalement, il y a une langue officielle, là, puis ça va se passer pas mal tout en français dans les institutions publiques. Puis les anglophones, ils ont des institutions bien à eux, ultra bien financées. On touchera pas à ça. Mais avec le temps, on s'est mis à dormir comme société parce qu'on pensait qu'on avait gagné la bataille linguistique. Puis à force de dormir, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « on peut bien donner le service en anglais, c'est pas si grave que ça. » Puis à force de pas si grave que ça, mais à force de pas si grave que ça, dans l'État, là, c'est rendu que tout est bilingue. Et là, c'est sûr et certain qu'un immigrant qui arrive, on l'accueille. S'il parle bargoune un petit peu plus en anglais qu'en français, il va avoir un code de langue anglais. Il va recevoir ses documents en anglais le reste de sa vie. Ouais. On a Vasily au bout du fil. Bonjour, Vasily. Oui, salut, ça va? Oui, allez-y rapidement, on termine. Dans le fond, moi, j'appelais parce que moi, j'ai profité du programme, mes parents aussi. Moi, je parle très bien français. Je suis pas né au Québec, comme vous pouvez le remarquer avec mon nom, mais je parle très, très bien le français. Je trouve que c'est quand même une très bonne initiative de protéger la langue française au Québec. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de qui qu'on est au Québec. Et puis, ce qui me frustre le plus, c'est quand les immigrants n'apprennent pas le français, excusez-moi. Pourquoi? Parce que moi, ça me désavantage parce que je connais très bien le français, mais quand j'applique sur une job, souvent, on va penser que juste à cause de mon nom ou juste parce que je suis immigrant, je parle pas très bien le français. Et ça étonne les gens quand ils m'appellent et qu'ils se rendent compte que peut-être que je parle quasiment mieux qu'eux autres. En québécois, si on peut mettre ça comme ça, mais moi, je viens pas d'ici. Mais on le saurait pas à vous entendre, hein? Non, pas du tout. Mais c'est pour ça qu'il faut pas juger, finalement. Tous les préjugés sont... un prénom, c'est quoi? Tu peux bien appeler ton garçon Vasily si tu viens de Chicoutimi, ça change quoi? Exactement. Merci beaucoup, Vasily, votre appel. J'ai José qui m'écrit. J'ai une amie qui s'est mariée avec quelqu'un de la République dominicaine, un Dominicain, et depuis 4 ans, il ne parle pas français ni anglais. Ses 2 enfants, eux, parlent bien le français, toutefois. Pour
pourtant, il a 38 ans seulement. Il voisine, il côtoie des immigrants. Il s'intègre pas du tout à la société québécoise. Il travaille dans la construction. Il a pas ses cartes de compétences. Alors, elle dit, franchement, pas beaucoup de suivi sur nos investissements. Il y a ça aussi. Ça fait partie. Il y en a ça des prend cas de la comme bonne ça. volonté aussi de la part des immigrants quand Ouais. ils arrivent dans une société de langue française. Mais tu mets ça dans un questionnaire. Avez-vous de la bonne volonté avant qu'ils viennent ici? Comment tu gères ça? Par contre, tu peux leur demander s'ils parlent déjà oui. français. C'est pour ça que moi, je sélectionnerais Ou s'ils ceux qui veulent parlent déjà. l'apprendre. Ouais, Parce que aussi. ça, il y a rien qui prouve mieux que sa bonne volonté que de parler déjà, d'apprendre Un peu déjà le au français moins. dans son pays d'origine. C'est vrai, c'est un bon point. Beaucoup de gens m'ont d'ailleurs écrit ça. On devrait les choisir en fonction de leur connaissance à la base. Même s'ils parlent pas super bien, Les au moins. connaissances, ça Ouais. évolue. Merci à tous les trois. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup.